C'est parti pour un autre épisode de J'aime ta compagnie, le balado des entreprises ambitieuses qui n'ont pas de département marketing. Depuis plusieurs années, notre équipe accompagne des entreprises dans le développement de plans marketing et dans la concrétisation de leurs ambitions. On va se dire les vraies affaires, la réalité n'est pas la même quand tu n'as pas un département marketing complet pour assurer le développement des affaires de l'entreprise. Notre promesse, c'est que chaque épisode regorge de trucs et d'outils pour que vous puissiez prendre de meilleures décisions d'affaires. Ici, on s'élève ensemble pour bâtir des entreprises qui nous ressemblent et qui créent de la valeur pour nos communautés. Pour attirer et fidéliser les bonnes clientèles et les plus grands talents, tout est marketing. Et comme nous connaissons la valeur de votre temps, place à l'épisode. C'est parti, j'aime ta compagnie. Il sera question de 3 solutions pour bonifier l'expérience de votre marque. Allô, Katrina, comment t'arrives aujourd'hui? Bonjour Marie-Michel. Allô? Ben là, moi aujourd'hui, déjà, je suis pas à Rimouski. J'arrive, je suis en transit à Québec. J'arrive d'un long week-end à Ottawa et à Gatineau pour des raisons familiales, amicales. Et c'est ça, donc j'ai dormi chez mes parents avant de reprendre la route pour Rimouski. On a coupé la route en deux. Donc j'arrive quand même fatiguée après avoir parcouru beaucoup de routes, mais ressourcée, c'est toujours intéressant d'aller ailleurs, de se nourrir. Puis je le recommande à tout le monde de pas voir ces pauses-là comme un moment où on travaille pas, mais plutôt comme une opportunité de découvrir autre chose, surtout là d'aller à Ottawa. On va dans une autre province, on voit parfois d'autres habitudes de vie, d'autres façons de faire dans notre domaine. Donc c'est toujours intéressant. De se nourrir, de s'inspirer, de changer d'air. Ça nourrit la créativité, la hauteur, les différentes façons de voir le monde. C'est important quand on développe une organisation d'entreprise, là, comme tu dis. Pour ma part, j'arrive mi-figue, mi-raisin. D'abord, je suis un peu triste parce que c'est le premier épisode d'équipe dans lequel on n'a plus notre collègue rouge avec nous qui a quitté pour aller à Madagascar, refaire son plan de match, se recentrer pour clarifier sa vision de développement professionnel. Alors, on la salue et on s'ennuie d'elle grandement. Puis de l'autre côté, il y a tellement des beaux projets sur la table de la firme. J'ai une forme d'excitation, de fébrilité. C'est l'été, là, ça fait 3 jours qu'il pleut, là, mais je veux dire, on sent le soleil, on sent l'été, la chaleur qui s'en vient, puis plein de beaux projets. Alors, dans le contexte économique actuel, je suis très fière et très heureuse là, de ce qui se passe pour nous. J'ai bien hâte de vous annoncer tout ça. Alors, aujourd'hui, on parle d'expérience de marque. Avant de plonger dans c'est quoi, pourquoi c'est important, puis comment on fait pour bonifier notre expérience de marque, vous nous connaissez, on prend toujours le temps de vous donner tous nos trucs, astuces et idées. Mais avant, juste pour qu'on comprenne bien c'est quoi l'expérience de marque, j'aimerais ça, Katrina, puis moi j'en ai préparé une, mais est-ce que tu as soit une superbe expérience de marque que tu as vécue ou une expérience vraiment ordinaire que tu as vécue pour illustrer c'est quoi l'expérience d'une marque? Oui, puis avant, j'aime toujours préciser aussi où on se trouve dans le parcours client parce que ça, l'expérience de marque, c'est un de nos piliers. Donc, jusqu'à maintenant, on a parlé de nos personas qui sont nos clientèles idéales, on a parlé de nos produits et services, donc se bâtir une offre attractive pour les personas qu'on a décidé de cibler. Ensuite, le 3e pilier, c'est l'identité de marque, donc autant le fond que la forme, qui on est comme organisation, notre vision, notre mission, nos valeurs, mais aussi comment on rayonne d'un point de vue logo, identité de marque. Ensuite, on a la découvrabilité, donc est-ce qu'on est découvrable sur la rue ou sur le web pour les gens qui ont un besoin auquel on répond. Ensuite, la notoriété, donc est-ce qu'on rayonne dans notre marché? Est-ce que les gens pensent à nous quand ils ont besoin de nos produits ou de nos services? Et ensuite, la première expérience, donc c'est le moment où les gens font comme « OK, j'ai envie de travailler avec cette équipe-là, cette organisation-là, j'ai envie de payer pour leurs produits et services. » Donc, on passe à l'action, on passe la carte de crédit ou on remplit un formulaire. Ça s'applique aussi dans des cas d'organisation à but non lucratif. On va de l'avant avec le produit ou le service. Puis là, dans l'expérience de marque, on se trouve à « j'ai passé ma carte de crédit, qu'est-ce qui se passe ensuite? » Est-ce que je vis une bonne ou une mauvaise expérience? Donc, c'est là qu'on se trouve. Donc, on approche de la fin du parcours client, mais je trouvais ça intéressant de repréciser là où on se trouvait.
Là, Marie-Michel, tu m'avais dit de me préparer une mauvaise expérience. Fait que là, je vais essayer de réfléchir à une bonne pendant que je parle de ma mauvaise. Mais une moins bonne expérience, une expérience toute récente. La semaine dernière, j'étais aussi sur la route et on a fait une crevaison avec un pneu qu'on venait tout juste d'acheter. Et puis, je suis allée vérifier sur le site de la compagnie où j'avais acheté le dit pneu et pour me rendre compte qu'il y avait une garantie. Puis comme je venais tout juste d'acheter le pneu, je me dis certainement que c'est admissible là, parce qu'ils sont à peine usés, là, une centaine de kilomètres qui ont été faits avec. Donc, mon conjoint appelle la compagnie, mais là, quand on appelle, on dit « Ah, mais il faut vous transférer au service des ventes. » Ben parfait, transférez-moi. Ah ben non, ils vont vous rappeler d'ici 24 à 48 heures. Non, on peut pas me transférer directement. Non, 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 ils vont vous rappeler. Mais là, si vous voulez que ça aille plus vite, vous pouvez envoyer des photos de votre pneu. OK. Fait que là, non, on est le lundi, mais nous, on reprend la route le jeudi là, pour aller à Ottawa. Là. Je peux pas aller à Ottawa sur un pneu de secours. Non. Fait que finalement, rendu au jeudi, ils nous ont toujours pas rappelé ou on a à peine des nouvelles ou c'est encore très long. Mais moi, j'ai fait changer le pneu entre-temps, là. Je peux pas me permettre d'attendre, là. Mais donc, le processus est tellement long que finalement, ben, là, je sais pas toujours s'ils vont me le rembourser ou pas, mon pneu, ou s'ils vont m'en envoyer un autre que je vais mettre dans mon cabanon en attendant de peut-être avoir un jour une crevaison, ce qu'on souhaite pas. Mais là, je me dis, tu sais, qui peut attendre 4 ou 5 jours avant de faire remplacer son pneu sur sa voiture? Là, moi, dans mon cas, je suis chanceuse, on prend pas la voiture pour aller travailler, mais quelqu'un qui fait 50, 60, voire 100 kilomètres par jour pour aller travailler peut pas rester sur un pneu de secours ad vitam aeternam. Donc, moi, ça me donne pas nécessairement envie de retourner acheter des pneus-là éventuellement parce que l'expérience, une fois que j'ai acheté, puis que là, j'ai besoin de deux avec leur garantie, est pas très satisfaisante, là. C'est pas intéressant, là. On perd confiance quand on a l'impression qu'ils n'ont pas nécessairement envie d'appliquer la garantie, de faire leur suivi, un suivi rigoureux, ne serait-ce que reconnaître « Ah, ça a dû être plate, tu sais, de faire la crevaison après juste 100 kilomètres. Ça n'a aucun sens. Attendez, madame, on va prendre ça en charge rapidement. » Je comprends. Ben, il n'y a pas de considération, je trouve, ici, dans l'utilisation de leurs produits. Tu sais, si c'était quelque chose qu'on utilise une fois par mois, là, je comprendrais peut-être la durée, mais là, c'est quelque chose qui demande ça demande de la réactivité. Parce que dans le monde dans lequel on vit, on a besoin d'une voiture. On aimerait ça de ne pas en avoir besoin, mais la réalité est tout autre. Donc là, il manque de raccord entre la réalité de l'utilisation du produit puis la réactivité de l'entreprise sur leur garantie, là. Moi, pour ma part, mon expérience, c'était plus dans le milieu de la restauration, je vais dire. Je n'aimerais pas c'est une chaîne de restaurants, mais on était en compétition de judo avec une gang de parents. Et évidemment, qu'est-ce qui arrive après la compète? Tout le monde veut aller souper ou dîner ou déjeuner selon l'heure du jour. Et puis là, il y a quelqu'un qui lance « On va-tu à telle chaîne? On va pouvoir manger. Il y a un menu enfant. On va prendre une bière. Ça va être le fun. On est 22 personnes. » Parfait. Mon ami appelle la réserve. Parfait, venez-vous-en. Là, on arrive là. Les gens, c'est comme si on dérangeait. On n'arrêtait pas de se faire chicaner. Par exemple, les enfants ne devraient pas s'asseoir là. C'est pas comme si, touchez pas à ça. Puis... Là, évidemment, tu sais, la gang de parents, ça veut commander des pichets de bière, commande des pichets de bière. Tu sais, c'est vraiment une place reconnue pour, je vais dire, pas des pichets de bière, là, mais c'est une place où on va festoyer. Je vais dire ça comme ça. Et là, ils nous regardent. Puis là, en déposant les pichets d'eau sur la table, ils nous disent, ben non, il n'y a plus de pichets de bière, mais tu sais, dans le menu, il y avait des pichets avec des prix. Il y avait des pichets physiques sur la table avec de l'eau dedans. Fait que c'était juste comme pour faire plus d'argent, pour vendre des pintes, pour je sais pas quoi. Puis la fille, oh mon Dieu, elle était exaspérée à l'idée d'accueillir un groupe. C'était l'enfer. Puis c'était l'assistante gérante, probablement. Le gérant n'était pas plus fin. Les employés, par contre, je vais leur donner des points. Leurs employés étaient extraordinaires et avenants et gentils. Puis c'était drôle parce qu'à chaque chose qu'on commandait sur le menu, « Ah, malheureusement, on n'en a plus de ça. Ah, malheureusement, on n'en a plus de ça. » Puis je me disais, « Caroline, je comprends pas. Qu'est-ce qui se passe? » Tu sais, une chaîne très grosse qui sont partout dans le Québec. Comment ça se fait qu'ils ont plus de tel plat ou de tel plat? En tout cas, c'était fameux. Puis ça m'a pas donné le goût d'y retourner. Puis ça a coûté très cher parce qu'évidemment, les coûts ont explosé dans les derniers mois. Mais Marie-Michel, ce qui est intéressant dans ce que tu racontes, là, puis oui. c'est parce que je voulais rebondir sur ça, mais c'est que on voit que
l'expérience de marque, dans ce cas-ci, tu sais, on ne sait pas ce qui se passe au niveau de la tête dirigeante de ce Non. restaurant-là et de cette chaîne-là, mais les employés sont des ambassadeurs de cette expérience-là. Sans leur collaboration, sans leur, je cherche le terme, là, mais leur mobilisation, ça fonctionne pas. Donc, c'est beaucoup aussi des ressources humaines, l'expérience de marque, là. Là, il faut apprendre à déléguer notre marketing en quelque sorte. Ben, puis c'est drôle parce que je me suis vraiment demandé c'est quoi qui était derrière ces choix-là. De couper du menu, de couper des pichets, est-ce que c'est un gérant qui veut faire ses chiffres auprès du propriétaire, puis qui est prêt à tout pour y arriver? Est-ce que parce que les employés étaient gentils, mais eux, c'est parce qu'ils se sentaient mal à l'aise. Tu sais, c'était ironique, là, leur réponse. Là. Ils se rendaient bien compte que ça n'avait pas de bon sens. Donc, ils faisaient tout en leur possible pour rendre l'expérience le fun parce qu'ils avaient honte, là. Ils étaient gênés, là, c'est clair, là. D'offrir un service un peu médiocre. Alors que les gestionnaires, assistants gestionnaires, c'était très, très ordinaire. Là. Donc là, ça reflétait aussi, quand on donne des objectifs de performance à nos employés, ben il faut aussi des objectifs de satisfaction clientèle. Parce que sinon, pour atteindre les objectifs d'affaires, tu peux couper dans la satisfaction client. Donc, c'est payant pour ce matin-là, très rapidement. Mais à moyen long terme, ça détruit la marque parce que il n'y a plus personne qui a le goût d'y retourner, puis on était 22, là, puis c'est des gens qui ont du temps, de l'argent, de l'énergie, qui sortent, qui sont sur la route. Donc, ça peut faire mal très, très à long terme. Je me suis dit, il y a vraiment des enjeux à court terme qui essaient de tourner les coins ronds pour y arriver, mais ça sera pas payant à moyen long terme. Alors, il faut faire très, très, très attention à ça. Mais j'ai pas eu de réponse parce que j'ai pas posé ces questions-là. C'était samedi, j'ai décroché quand même. Puis du côté d'une belle expérience que j'ai vécue dernièrement, personnellement, moi, j'aime bien être confortable dans mes vêtements. Je peux pas être en bas nylon, je ne tolère pas la sensation de bas nylon sur mes jambes. Puis des fois, il faut être chic quand même dans notre travail, il faut être habillé. On fait des gros mandats nationaux maintenant, donc on peut pas toujours arriver en jeans avec des trous sur les genoux, là, puis des Converse dans les pieds. Alors là, je cherchais des vêtements pour m'habiller un peu plus affaires professionnelles, mais sans couper sur le confort. Là, j'ai trouvé une marque canadienne. C'est très cher quand même, mais c'était une marque canadienne qui promettait des vêtements aussi confortables que des vêtements de yoga, mais t'es habillée comme une avocate dans un grand cabinet. Un confort incroyable, lavable à la machine. J'ai pas le temps, moi, j'irai jamais chez le nettoyeur, là, ça se peut pas dans ma réalité. Alors, lavable à la machine. Puis là, j'ai dit, OK, j'essaie, tu sais, j'achète, j'ai 2-3 morceaux pour commencer. J'ai fait venir ça à la maison. C'était impeccable. Ça m'allait comme un gant. C'était hyper confortable. Lavé à la machine. Je fais sécher ça vite fait, bien fait sur ma corde à linge. Ça revient comme neuf. Écoute, j'ai juste envie d'avoir un meilleur salaire pour acheter plus de morceaux parce que je pourrais porter ça pour aller faire mon marché le samedi matin puis me sentir confortable. Donc là, en termes d'expérience client, les attributs de la marque qui étaient vendus initialement, un coup acheté chez moi, c'était réellement ce qui avait été annoncé. Et ça fait peut-être 6 mois que je porte ces vêtements-là et c'est encore vrai après 6 mois. Souvent, moi, ce qui arrive, j'achète un beau vêtement puis après 3 lavages, la couture se défait. Ou là, c'est moi qui est un peu écolo sur les bords. Là, ça m'énerve là, d'acheter un morceau puis que ça dégoûte tout de suite, que ça soit fait cheapette. Puis je le sais que des fois, on met l'argent pour de la qualité, puis c'est pas de la qualité qu'on reçoit aussi. Tu sais, c'est pas le prix qui est gage de qualité, mais la qualité vient avec un prix. Et donc, nickel comme expérience. Alors, pour moi, ça a renforcé le fait que quand on met de l'avant certains attributs de nos produits ou services, notre valeur ajoutée, faut livrer la marchandise parce qu'on a créé une attente. Ça peut faire très mal d'un point de vue de l'expérience de marque. Un peu comme quand tu vas dans une chaîne prendre un pichet de bière parce que ils sont reconnus pour les pichets de bière puis qu'ils ont plus de pichet de bière. Ben, tu sais, c'est que tu avais une attente puis ça n'a pas été rencontré, donc là, ça fait hyper mal. On se souvient d'une expérience de marque négative. Mais j'ai pensé à mon expérience positive, Marie-Michel. Je me permets de la raconter, parce que ça vaut la peine. Un peu toujours dans un principe de garantie, mais là, qui n'était pas nécessairement annoncé, c'est que chez nous, on a une machine à popcorn, puis on aime vraiment ça, se faire du popcorn. Puis à un moment donné, on a perdu un morceau de la machine. Puis là, nous aussi, là, on est un petit peu écolo, là. En tout cas, jeter pour jeter, on n'aime pas ça. Fait que, on a cherché sur Internet la pièce. On a même été voir en quincaillerie, est-ce qu'on serait capable de trouver un équivalent ou quelque chose, même la faire imprimer en 3D. Là, on a tout pensé, on a même déménagé la machine
de notre appartement à notre maison. On peut pas l'acheter. Il faut trouver une solution. Puis finalement, on s'est dit, on va écrire à la compagnie. Puis on a écrit à la compagnie, puis ils nous ont répondu dans les jours, voire mettons une semaine plus tard. Dites-nous votre adresse, on va vous envoyer la pièce gratuitement. Oh, wow! Faut organiser un maillage avec la compagnie de pneus. Mais, puis tu sais, je veux dire, c'était une pièce là, en plastique, là, grosse comme un 2 là, donc pour eux, l'envoyer, puis tu sais, ça a coûté quelques dollars. La pièce, ça doit être pour eux quelques cents. Mais c'est extraordinaire parce que moi, qu'est-ce que je fais? Ben, c'est sûr que je parle de mon expérience, puis ça me donne pas envie d'aller acheter une machine d'une autre compagnie. Puis peut-être qu'éventuellement, ça va permettre à d'autres gens que je connais d'acheter une machine à popcorn ou un produit de cette compagnie-là en sachant qu'ils offrent un bon service. Donc, ça, c'est la seule chose qui manque dans ce cas-ci, c'est que c'était pas nécessairement écrit sur leur site ou ils n'en ont pas fait la promotion. Donc, c'est pas tout le monde qui d'emblée peut-être aurait écrit, puis même nous, on l'a pas fait. On est tellement plus habitués à ça, d'avoir accès aux pièces de rechange, qu'on n'a pas pensé à le faire. Mais c'est vraiment un gros wow comme expérience de marque, là. Non, tout à fait. Et puis, si tu dois racheter éventuellement, offrir un cadeau, référer à quelqu'un, ben évidemment que tu vas le faire avec confiance, puis C'est ça. avec conviction, parce que tu sais ce qu'ils ont derrière la cravate. Mhm. Ben, je pense que ça illustre bien ce que c'est vivre l'expérience d'une marque. Puis je veux juste faire un petit dans la définition là, on a parlé beaucoup de commerce dans nos exemples, là, de trucs qu'on achète avec une carte de crédit, mais ça pourrait être applicable aussi à des gens qui ont par exemple un membership. À quel moment les gens s'engagent dans le membership? On pourrait parler de conseil d'administration. À quel moment un administrateur dit oui, je prends un mandat de 2 ans et qu'il il vit l'expérience du conseil d'administration. On peut penser à des donateurs pour des organismes. Quand je fais un don, quand je participe à l'événement avec les autres donateurs, comment ça se passe? Donc, on peut ouvrir nos œillères sur toutes les expériences de marque qu'on offre à nos clientèles idéales. Puis aussi la marque employeur, là, ça aussi, ça compte. Je veux dire, quand on engage un stagiaire chez nous, un nouvel employé, comment ça se passe? À partir du moment où on signe l'entente de travail, est-ce qu'après c'est wow ou c'est Donc, c'est ça l'expérience de marque. C'est après un engagement, qu'est-ce qui va se passer? Puis, si ça se passe bien, on va aller vers la fidélisation où on va sortir du parcours client. Comme pour ta compagnie de pneus, tu sors puis tu veux plus rien savoir de la compagnie. Donc, c'est vraiment important. C'est pour ça que c'est important de s'intéresser à l'expérience de marque. On veut avoir des ambassadeurs de notre marque. Puis, faire attention aussi parce qu'un ambassadeur négatif, comme toi, par exemple, ta compagnie de pneus, ben, malheureusement pour eux, tu vas le dire haut et fort que c'était très, très, très ordinaire. La prochaine fois où tu as une conversation de pneus, même chose pour moi. La prochaine fois où on est avec un groupe qui veut aller dans une chaîne de restauration à 22 avec des enfants de façon improvisée, ben quand on va parler de cette chaîne-là, je vais dire, la dernière fois, c'était so, puis on va certainement aller ailleurs. Donc, on est sorti du parcours client. J'aimerais qu'on plonge, Katrina, dans des solutions à mettre en place pour bonifier l'expérience client. C'est sûr que nos solutions aujourd'hui, comme à l'habitude, c'est pas exhaustif, c'est pas une checklist avec toutes les possibilités, mais par contre, on a 3 belles solutions, puis on a un bonus grâce à Katrina. 3 belles solutions que vous pourriez mettre en place dès aujourd'hui, dès demain, pour bonifier votre expérience client. Alors, solution 1, qu'est-ce que tu nous proposes, Katrina? Ben justement, là, par exemple, toi, moi, Marie-Michel, on a vécu des bonnes puis des mauvaises expériences. Mais ça, on va dire les dirigeants de l'entreprise ou les responsables marketing sont pas toujours au fait de ça parce que c'est pas toujours eux qui sont aux premières loges pour l'offrir. Donc, ce qu'on espère, c'est qu'éventuellement, ces informations-là puissent remonter naturellement, je vais dire, vers le haut, là. Ça peut être aussi vers les collègues de façon horizontale, là. Mais on peut mettre en place des processus pour mesurer, pour aller chercher le pouls. Donc, dans un contexte de service, comme nous à la firme, ça peut être ce qu'on appelle un appel de mi-mandat ou de fin de mandat. Donc, à différents moments dans le parcours du client, on prend le pouls. Il y a quelqu'un qui l'appelle.
Puis pourquoi pas même demander à quelqu'un externe de l'entreprise, il y a des firmes qui font ça, ou même on peut embaucher une adjointe virtuelle qui le ferait pour nous, puis on avise le client. Puis la personne appelle et dit, ben bonjour, je veux faire un suivi de votre mandat en cours avec telle entreprise, telle équipe. Qu'est-ce qui va bien en ce moment? Qu'est-ce qui va moins bien? Est-ce que vous êtes satisfait des avancements des travaux? Qu'est-ce qui manque pour que ce soit wow? Puis on peut le faire à la fin aussi. Donc, qu'est-ce qui a bien été? Qu'est-ce qui a moins bien été? De quoi vous auriez besoin pour la suite? Donc, ça peut être aussi des belles opportunités de commercialisation aussi pour la suite, de bien connaître le besoin de ton client, de comprendre les bobos qui ont été réglés, les bobos qui n'ont pas été réglés. Et aussi, ça peut devenir des processus où on en apprend plus sur les besoins de nos clientèles idéales. Donc, ça peut venir nourrir notre premier pilier de persona. Ça, c'est dans un contexte de service. Dans un contexte de produit, ça peut être la même chose, puis vous le vivez certainement, les gens qui nous écoutent, là, qui ont qui achètent eux-mêmes des produits et services, que ce soit parfois quand on achète sur des sites web de commerce en ligne, on va nous demander d'ajouter notre avis. On va nous demander une évaluation de la satisfaction. Donc, c'est aussi des processus qui permettent de mesurer la satisfaction de la clientèle, puis de savoir qu'est-ce qui a bien été, puis qu'est-ce qui a moins bien été dans l'utilisation du produit ou encore même dans le processus d'achat, donc parce que ça peut faire partie aussi des irritants. Là. Nous, c'est fou à quel point là, ces appels-là à la firme ont enligné ou guidé l'évolution de nos processus, l'amélioration de nos services. Mm-hmm. C'est vraiment la clé parce que nous, on a tellement le nez collé dessus qu'on pense que tout est fluide. Puis là, telle affaire, c'était vraiment pas clair pour le client. Donc, comment on va le clarifier? Puis là, on a des petites itérations sur notre processus, sur ce qu'on livre, sur comment on le livre. C'est vraiment ce qui fait qu'on est meilleur maintenant qu'il y a 5 ans. Là. C'est à travers ces appels de mi-mandat et de fin mandat-là qu'on a arrivé à améliorer nos services. Et toi, Marie-Michel? Je vais avec la solution 2. Moi, je trouve que dans l'expérience client, souvent, on minimise l'importance. En anglais, on dit onboarding. Tu sais, quand on embarque dans l'avion, puis que là, il y a des agents de bord qui prennent notre petite carte, qui nous disent c'est par ici, qui nous aident à trouver notre siège. Là, il y a une présentation de comment ça va se passer le vol. Mais en anglais, on appelle ça onboarding ou embarquement, OK? C'est une forme de métaphore pour dire qu'est-ce qu'on fait à partir du moment où la personne paye sa carte de crédit, commence le service ou la prestation de service, ou du moins reçoit son produit ou achète le produit puis part avec à la maison. Qu'est-ce qu'on va mettre en place pour nous assurer que la personne comprenne bien ce qui est inclus dans le produit ou service, la méthode, comment ça va être livré, c'est quoi les étapes, peu importe, puis elle comprenne bien comment elle va avoir un rôle à jouer là-dedans ou comment elle va prendre sa place là-dedans. Si on pense à un service, ça peut être, OK, voici les échéances, voici notre méthode, les prochaines rencontres vont être planifiées, vous pouvez vous attendre à ça, 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 ça. Donc là, tout est très clair pour le client sur qu'est-ce qui s'en vient pour moi dans la démarche de prestation de service. Pour un produit, on peut penser, disons que j'achète un morceau de vêtement, comme plus tôt. Bon, là, je le reçois. Comment il faut le laver? Comment je l'associer à d'autres vêtements que j'ai déjà pour pouvoir styler tout ça? Donc, comment je peux bien utiliser le produit? Comment je peux bien l'entretenir? À quoi je peux m'attendre? Il va être bon combien de temps? Il va rester beau combien de temps? Quel détergent utiliser pour maximiser la préservation des couleurs des tissus, par exemple? Donc là, je vous donne plein d'exemples, mais c'est dire comment le client peut s'attendre, savoir à quoi s'attendre, puis comment bien utiliser le produit, le service, puis toutes ses fonctionnalités aussi. Parce que souvent, avec nos clients, on se rend compte qu'ils ont un super service, un super produit, mais les gens utilisent 10% du produit ou service parce qu'il n'y avait pas de manuel d'instruction ou de guide d'utilisation. Donc, ne jamais sous-estimer la période, je veux dire, entre guillemets, embarquement du nouveau client dans votre produit ou service. Tu sais, quand tu dis on utilise juste 10% du produit, ben ça peut créer un risque que si justement on n'est pas guidé dans son utilisation, on découvrira pas complètement l'ensemble de ses fonctionnalités. Puis je pense notamment à des outils web, logiciels, tu sais, des CRM, des choses comme ça. On n'utilise tellement pas l'ensemble des capacités,
des outils qui sont mis à notre disposition parce que souvent, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup d'informations à gérer. Puis quand on découvre une nouvelle fonctionnalité, on est comme « Wow! Pourquoi j'ai pas su ça avant? » Mais c'est la même chose des fois pour des produits tangibles. Il y a des choses qu'on va contourner, qu'on sait parce qu'on sait pas que ça existe comme possibilité, là. Et trouver que le produit ou le service est trop cher. Parce que si tu profites pas pleinement de tout ce que le produit ou le service va à t'offrir, mais le côté qualité-prix est pas là du tout, tandis que s'il va à fond, puis tu vois la portée de la valeur du produit ou service, ben là, ça devient une aubaine, même si tu as payé très cher. La troisième solution, c'est toi qui l'as, je pense, Marie-Michel? C'est toi qui as pensé? Oui, solution numéro 3, ben souvent, nous, on invite nos clients à faire l'expérimentation eux-mêmes de leurs produits ou services. D'abord, puis d'aller le faire chez le concurrent. Je m'explique. Par exemple, ben, pour des très petites entreprises, on n'a pas le choix d'embaucher des clients mystères qui vont aller acheter notre produit, aller dans notre boutique, on fait un faux mandat peut-être, puis on voit comment notre équipe prend les choses en main, parce que évidemment que nos collègues nous connaissent, nous les propriétaires, là, donc on peut pas y aller nous-mêmes. Puis dans une plus grande organisation, un dirigeant peut facilement lâcher un coup de fil, puis booker des choses, puis voir comment ça se passe, le processus, comment c'est pris en charge, qu'est-ce qui est clair, pas clair, qu'est-ce qui accroche. Même chose avec faire une commande sur son propre site web. Puis, je vous inviterai aussi à aller le faire chez des concurrents le plus possible, le plus c'est réaliste de le faire pour voir, par exemple, si moi je vends des tasses à café, ben allez en commander chez le voisin, chez vos 2, 3 concurrents principaux, commandez la tasse, voyez comme qu'est-ce qui accroche, qu'est-ce qui est clair, comment ils décrivent leurs produits, quand vous le recevez, comment ça se passe, qu'est-ce qui est wow, qu'est-ce qui est moins wow. Puis, vous, après, vous allez pouvoir bonifier votre expérience client basée là-dessus. Nous, on a joué le jeu même pour nos clients. On est allé magasiner, je vais dire, des produits de grande envergure. Puis là, tout le monde qui va nous voir arriver dans leur boutique ou dans leur commerce vont être craintifs dans l'avenir. Mais c'est arrivé des fois qu'on a joué le jeu des clientes mystères, qu'on a envoyé aussi des clients mystères pour nos clients. Et le retour a été hyper pertinent. Puis le but, c'est pas juste d'aller là pour voir ce qui marche ou ce qui marche pas, c'est de traduire le tout en actions concrètes qu'on va poser dans le futur pour bonifier, optimiser l'expérience vécue par les clients. Puis quand on est dans le brouhaha du quotidien, quand on éteint des feux, ben on manque d'empathie, puis on va vite. Puis le fait de se mettre dans la peau d'un client, chez nous, dans notre business ou chez des concurrents, ça nous aide vraiment à voir les opportunités de bonification de l'expérience client. Puis c'est un jeu qui est le fun à faire. Oui. Mais il faut juste trouver des gens qui magasinent le truc aussi, parce que je pense qu'il faut pas le faire en... Moi, j'haïs compter des menteries. Je suis pas capable de faire ça. Donc, disons qu'on veut faire une étude de marché auprès de gens qui vendent des maisons, par exemple. Ben, on pourrait trouver des gens qui sont en processus d'achat de maison, puis les suivre, puis leur poser des questions, leur demander de porter une attention particulière sur X, Y, Z. Comme ça, on compte pas de menterie. C'est vraiment des gens qui sont en train de chercher, mais on arrive à se nourrir puis à bonifier l'expérience client de notre côté. Et toi, ton bonus, Katrina? C'est le bonus va-va-voum. Ben, en fait, des fois, ça peut être juste de prendre notre expérience de marque actuelle, notre processus actuel, puis d'y ajouter un petit oomph. Tantôt, j'avais 2 idées. La première, ce qu'on peut faire, par exemple, pour des clients qui sont si on est, par exemple, une clinique ou un lieu où il y a une salle d'attente, on peut penser à offrir quelque chose qui vient bonifier cette attente-là, par exemple. Est-ce qu'on offre le café? Est-ce qu'il y a un beau bol de fruits? Tu sais, si on est une clinique ou un lieu où on est là pour prendre soin de soi, est-ce qu'il y a de la belle musique? Est-ce que les divans sont confortables? Si c'est des sofas ou les chaises. Donc, est-ce que je peux offrir un petit quelque chose de plus qui va faire que les gens, même s'ils ont à attendre un petit peu, puis des fois on sait que ça peut déborder, ben, que l'attente va demeurer confortable et agréable. Puis sinon, ben, on peut penser aussi, mettons, dans un secteur comme la restauration, il y a des restaurants qui offrent des choses que d'autres restaurants n'offrent pas, au-delà du menu là, qui est différent. Là, pensons à des restaurants où on arrive puis ils vont nous offrir du popcorn ou encore, je me souviens d'un restaurant à Montréal, un restaurant asiatique où ils nous apportaient un échantillon de
de poulet Général Tao pour quand on arrivait, puis qu'est-ce qui arrivait? C'est que ça donnait envie de manger leur Général Tao. Donc, donc, ça peut être aussi une façon de venir bonifier l'expérience qui est déjà bien, mais on vient y ajouter une couche supplémentaire qui fait que c'est encore plus agréable. Je sais pas si toi, Marie-Michel, tu as déjà vécu des expériences similaires. Ben, des fois, c'est des petites niaiseries. Je me souviens, là, une fois, je pense que c'était un spa, mais, tu sais, j'avais booké un massage, puis en rentrant dans la salle, la personne m'a fait choisir la musique que je voulais pendant mon massage. Puis il y avait d'autres, tu sais, il y avait du blues, du jazz, c'était pas juste des petits oiseaux qui chantent dans la nature, puis c'est correct, là, tu sais, je me souviens pas que les petits oiseaux qui chantent, mais j'avais le choix, puis c'est une niaiserie, ça coûte pas plus cher, ça prend 32 secondes, puis l'univers, ce que tu as envie de vivre dans ton massage, il te ressemble davantage, il est plus personnalisé. J'avais trouvé ça du génie. Je sais, à Montréal, là, il y avait un certain restaurant un peu huppé qui servait... quand t'arrivais, lui, il avait fait un petit montage. C'était comme une corde à linge avec des chips de prosciutto sur la petite corde à linge. Alors, c'était fin, c'était beau, ça surprenait. Ça, j'avais trouvé ça vraiment cute. Ah, il y a ma coiffeuse, moi, puis ça aussi, c'est le fun, tu sais. Moi, je vais chez André Blouin Coiffure pour ne pas les nommer. J'aime beaucoup les filles. Ça a été racheté dernièrement. Et ma coiffeuse, Martine, elle m'amène toujours un petit quelque chose à boire. Elle me fait toujours un petit massage. Tu sais, elle me lave les cheveux, mais elle va prendre le 2 minutes pour faire le petit massage. Elle n'est pas obligée de faire ça. Puis ce qu'elle m'offre à boire, c'est toujours, bon, là, il fait chaud dehors, ben, veux-tu un bon grand verre d'eau froide? Il est tôt le matin, un bon café. Il est 5 heures, un vendredi soir, elle va m'offrir un verre de vin. Donc, c'est toujours convivial. Je me sens quasiment pas à la maison, là, mais c'est comme si je vais voir une amie puis qu'on placote. Donc, il y a quelque chose là que je trouve qui, sans revoir de façon énorme tous nos processus ou ce qu'on livre ou notre produit, des fois, c'est juste des petites affaires qui vont faire toute la différence. C'est ça qui fait qu'on se souvient de où on est allé. Tout à fait. Puis même qui donne le goût d'y retourner, là, je pense à une certaine chaîne comme Pacini, dur de ne pas les nommer, avec un bar à pain. Si tu as des enfants puis tu vas au Pacini une fois, oublie ça. C'est sûr que c'est tout le temps le Pacini avec le bar à pain. Puis c'est une petite affaire, là. Mais ça fait que les gens veulent y retourner. Alors, on met du va-va-vous. Alors, je rappelle nos 4 bonnes idées de solutions à mettre en place pour bonifier l'expérience client. Premièrement, on fait des suivis de la satisfaction à travers des sondages Internet, à travers des appels de mi-mandat ou de fin de mandat. Solution numéro 2, tout ce qui est processus, on a dit la métaphore d'embarquement, comme on intègre le client dans l'utilisation du produit ou service qu'on vend. Solution numéro 3, faire l'expérience de son produit ou service et des concurrents, soit nous-mêmes, soit on passe par des clients mystères. Ou bonus numéro 4, on y met du va-va-voum, des petites affaires qui vont rendre l'expérience de notre marque unique, différente, conviviale, agréable et qui vont donner le goût d'y retourner. Alors, sur ce, on vous invite à oser au moins une action aujourd'hui pour bonifier l'expérience client. Allez vous amuser, allez dans des entreprises qui vous ressemblent, puis commencez à étudier un petit peu plus l'expérience client. Mais même si c'est pas dans votre domaine, là, quand vous allez chez un tel ou une telle acheter un produit ou un service, portez attention à l'expérience client. Qu'est-ce qui vous plaît? Qu'est-ce qui vous plaît moins bien? Vous allez voir, parce que comme Katrina et moi, c'est une déformation professionnelle, on le fait constamment. C'est un peu tannant pour nos conjoints et les gens qui nous accompagnent. Et les gens, tu sais, moi, j'accroche. Ben, tu te souviens quand tu allais souper à Montréal avec la designer graphique avec qui on travaille tout le temps, Annie Saint-Amand. Puis, on n'a pas été capable de ne pas sauter sur le propriétaire du resto pour jaser de l'expérience client, de sa démarche entrepreneuriale. Mais bon, mais c'est parfait, c'est ça notre job. Mais je pense que c'est là où on apprend. C'est là où on s'inspire. Puis des fois, on peut voir une idée dans un café qu'on visite. Disons qu'à Ottawa, tu es allé dans un café X, mais ça se peut que tu attrapes des superbes idées puis des idées créatives qui vont t'amener à revoir des processus de la firme marketing, un domaine carrément différent. Mais le fait que tu t'aies vécu ça dans un café, ça va t'inspirer des idées d'action pour nous à la firme pour avoir une expérience de marque plus wow. Alors, faut pas le voir en soi. On peut s'inspirer partout, faut juste être à l'affût. Je confirme que je me suis inspirée pour des clients, entre autres.
Ah, j'ai hâte qu'on en parle! Meeting d'équipe demain! Je pense que ça, malheureusement, on ne peut pas tout partager dans le balado quand c'est Non. propre à des dossiers clients, c'est confidentiel. Puis je me permets de dire, si vous voulez qu'on vous aide, faites-nous signe. Bon, ça va nous faire plaisir d'aller sur le terrain s'inspirer pour vous. Hey, ben merci, Karina. As-tu aimé ma compagnie aujourd'hui? Tout à fait, comme toujours. Surtout de loin, surtout de loin, on se voyait pas aujourd'hui. Ça fait différent. Grâce au balado, on a eu un petit moment ensemble. Puis j'invite tout le monde à s'abonner au balado, soit sur Apple Podcasts, sur Spotify, sur l'outil que vous utilisez. C'est réellement déterminant, nous, pour la découvrabilité de notre balado, c'est le nombre d'abonnés. Puis j'ai vu que ça a explosé le mois dernier. Alors, on vous remercie de tout ça. Ça nous fait du bien de voir que le balado atterrit dans vos oreilles et qui vous inspire à l'action. Alors, sur ce, on se dit à la semaine prochaine. À bientôt!